Catherine Rigbusch de la chaîne Pégase Shiatsu. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'installation des nichoirs, plus particulièrement de l'installation des nichoirs pour mésanges. Et on va essayer de voir quel mésange a le plus l'opportunité de venir dans ce nichoir, parce que nous le verrons, toutes les espèces de nichoirs ne nicheront pas dedans spontanément. Pourquoi un nichoir pour mésanges? Eh bien parce que je suis tombée en faisant mes courses sur un nichoir qui était d'un bois qui me donnait l'opportunité de vous faire une vidéo pour vous expliquer ce que ce bois était. Et en plus, il a un look qui plaît bien. C'est un bois dur et particulièrement agréable. Enfin, dur entre guillemets. Nous verrons que c'est plus compliqué que ça. Donc je n'ai pas choisi spécifiquement la mésange parce que oui, il faut pas forcément s'axer sur un type d'oiseau. Il faut trouver le bon article qui correspond vraiment à ce que vous avez chez vous et pas seulement ce que vous souhaitez faire, parce que des fois on a des vues un peu trop hautes, un peu trop on se restreint dans les possibilités simplement parce que on est un peu dans nos rêves et qu'on n'a pas forcément les pieds sur terre. Donc il s'agit en fait d'un nichoir de la marque Hirondelle et Coccinelle, qui est un nichoir en red cedar, et donc nous allons voir justement qu'est-ce que le red cedar, parce que ça c'est une appellation commerciale, ce n'est pas une appellation réelle. Donc en red cedar, la marque Hirondelle et Coccinelle, qui a l'air d'être sympathique comme marque et que j'ai trouvé par hasard dans un magasin gamme vert. Donc je vous recommande pas spécialement ce nichoir, mais je vous explique en quoi il est bien. Vous pouvez en choisir d'autres, vous pouvez choisir d'autres magasins. Je vous dis simplement par mesure de commodité où j'ai trouvé ça. Alors, quelles sont mes sources? Mes sources, alors, pour le bois red cedar, j'ai été voir sur Wikipédia. J'ai aussi été voir sur un autre site que vous ai pas mis dans la vidéo pour ce qui concerne la lutherie, et un autre pour ce qui concerne l'utilisation commune du bois red cedar. Je suis retournée sur un site que j'avais déjà conseillé quand j'ai parlé de comment je traitais les garde-manger pour écureuils, qui est une adresse de la LPO qui explique l'installation des nichoirs par la LPO de Moselle. Pour la mésange bleue, j'ai été voir sur Wikipédia, et je vous rajoute une adresse de plus que je n'avais pas mis sur l'autre vidéo, parce que je me suis aperçue que c'était aussi comme ça que les apiculteurs traitaient leurs ruches à l'extérieur. Je rappelle que le traitement à l'huile de lin se fait à l'extérieur et surtout pas à l'intérieur quand il s'agit d'animaux, pas à l'intérieur d'une cage, pas à l'intérieur quand c'est un garde-manger ou un nichoir ou une maison pour écureuil, ça sera traité à l'extérieur mais pas à l'intérieur du nichoir ou du garde-manger. Voilà. Et on ne met rien traité de cette façon-là à l'intérieur des cages. Donc, je vous conseille de voir le traitement du bois au naturel, la vidéo que j'avais mis pour traiter le bois au naturel il n'y a pas si longtemps, pour un peu plus de précision sur comment on passe des couches à l'huile de lin. Donc, je vous rappelle qu'il s'agit d'un nichoir en red cedar, et que donc vous avez intérêt à savoir un minimum pourquoi vous avez jeté tel bois ou tel bois. En fait, il faut se renseigner sur la dureté du bois. Pourquoi vous allez payer moitié plus cher un red cedar qu'un pin? Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'un bois rouge
certains bois rouges sont en voie de disparition, sont des espèces menacées. Alors, est-ce que vous devez acheter tout et n'importe quoi que vous trouvez, surtout quand vous êtes dans des pays pauvres et parfois même dans des milieux occidentaux, il peut y avoir des problèmes, des bois qui sont entrés illégalement, mais enfin, en général, c'est quand même plutôt dans les pays pauvres. Eh bien, nous allons le voir. Alors, le red cedar, en fait, ça veut dire cèdre rouge en anglais, mais ce n'est pas de la famille des cèdres. Son nom de genre, c'est Thuya, et son nom d'espèce, c'est Plicata en latin. Vous le savez, pour ceux qui me suivent régulièrement, je le dis, le seul nom valable pour être sûr de l'espèce, de savoir de quoi on parle, parce que les noms vernaculaires varie d'une région à l'autre, c'est le nom latin. Et vous voyez que Thuya plicata, c'est de la famille des Thuya. Enfin, c'est plutôt du genre des Thuya. Enfin, je le dis famille pour que les gens comprennent mieux. Mais en fait, la famille, c'est au-dessus. C'est plus vaste, ça regroupe un nombre plus vaste. Là, on est dans les genres des Thuya et pas du tout des cèdres rouges. C'est un bois dur. Alors, bois dur, faut nuancer parce que c'est considéré comme un bois dur pour les gens du commun du mortel parce que c'est très imputrescible, que c'est plus dur que le pin qui est vraiment tendre. Mais en lutherie, on vous dira le contraire, que c'est un bois tendre et qui est utilisé pour les tables d'harmonie parce que pour ses propriétés acoustiques. Et que comparé à d'autres bois comme l'ébène, le palissandre, qui sont utilisés pour le manche, qui sont beaucoup plus durs, et l'amarante. Donc en lutherie, on considérera plutôt que l'amarante, le palissandre et l'ébène sont des bois durs utilisés pour les manches. Ce qu'on appelle l'utilisation pour la touche. Voilà, parce que une caisse de guitare peut être considérée comme la touche d'un piano, en fait. Donc, vous voyez qu'il faut remettre les choses en place en fonction de chaque utilisation. On n'a peut-être pas forcément le même aspect, la même vision du bois. Alors que pour quelqu'un qui travaille le bois, comme c'est un bois très imputrescible, qu'il est plus dur que du pin, pour faire une table, pour faire un nichoir, on va considérer que c'est un bois qui est très stable et donc vous allez voir le bois résineux le plus stable du monde. Mais ce n'est pas comme ça, au contraire, en lutherie, il est considéré, comme il va jouer avec des vibrations, comme n'étant pas si stable. Mais il faut remettre avec les utilisations. Ce qui est utilisation normale, voilà, comme une table, un meuble, et une utilisation un peu hors norme, comme dans la lutherie. Et vous voyez que les feuilles, en fait, du Thuya plicata ne ressemblent pas du tout à des aiguilles. Les feuilles du Thuya plicata sont très divisées, et quand vous regardez de près, vous ne voyez pas de tige dans les feuilles. En fait, vous avez des toutes petites feuilles qui recouvrent la tige et qui s'imbriquent les unes dans les autres. Ça, c'est la famille du Thuya. Quand vous regardez la famille du cèdre, ce n'est absolument pas construit de la même façon. Ce sont de petites aiguilles qui sont agencées en cercle. Donc, ça vous fait comme des petites sphères d'aiguilles sur la branche. Et donc, vous voyez, c'est à ça que vous allez faire la différence facilement quand vous voyez un arbre sur pied entre un cèdre et un Thuya. Donc, vous voyez, ça ne se ressemble pas, même si ça a un peu le même aspect au niveau du port des branches. Et en plus, parmi les cèdres, il y a le genre cèdre à plusieurs espèces menacées. Donc, quand vous avez affaire à un cèdre, pour l'utilisation, vous devez vous renseigner, est-ce que ça fait partie des espèces menacées? Il y en a un qui n'est pas menacé, mais il y en a beaucoup de cèdres, d'espèces de cèdres, comme le cèdre du Liban, le cèdre de l'Atlas, qui sont menacés, donc il faut éviter d'utiliser ce genre d'espèces pour fabriquer
des meubles, de la lutherie et autres. Alors, on m'a offert un livre qui s'appelle « 100 oiseaux des parcs et des jardins ». Et donc, c'est un livre que vous pouvez consulter si vraiment vous voulez déterminer les oiseaux les plus courants. Il n'y aura pas tout, il y aura seulement les oiseaux les plus courants. J'avais un autre livre de détermination, mais j'étais contente qu'on me l'ait offert parce que, en fait, à l'intérieur de ce livre, ils expliquent un petit peu comment attirer différentes espèces. C'est là que vous allez apprendre que la mésange à longue queue, eh bien, vous arriverez à l'attirer pour la faire manger, même si elle cherche aussi des insectes sous les écorces des arbres. Mais visiblement, elle ne se préoccupe pas de nichoirs. Que la mésange bleue, qui est la plus fréquente, va pouvoir venir non seulement manger, mais viendra facilement dans les nichoirs. Et donc, c'est plutôt ce genre de mésange que vous allez attirer. Nous verrons à quoi elle ressemble, loin. D'ailleurs, vous l'avez en couverture là. La mésange charbonnière, elle viendra manger. Elle sera très friande en graines de tournesol. Et elle pourra venir éventuellement dans un nichoir et là, faudra pas traiter vos arbres fruitiers parce qu'elle s'occupera des insectes, la mésange charbonnière. Donc, vous allez surtout attirer des mésanges bleues et des mésanges charbonnières. La mésange bleue étant la plus commune, mais la mésange charbonnière est assez commune. Vous avez la mésange huppée qui nichera plutôt dans les grands conifères. Donc, si vous n'avez pas de conifères, vous l'attirerez moins facilement. La mésange noire qui préfère, elle aussi, les conifères. Donc, ces deux espèces, mésange noire et mésange huppée, viendront plutôt chez vous que si vraiment elles n'ont pas le choix. Elles seront plus difficiles à attirer. Et la mésange nonnette qui viendra difficilement parce que elle préfère finir de creuser elle-même une cavité dans du bois tendre, une cavité qui est déjà plus ou moins construite à l'état naturel, mais vous pourrez toutes en fait les attirer en mettant de la nourriture, mais dans le nichoir, à moins d'avoir des conifères, vous verrez plutôt des mésanges bleues et des mésanges charbonnières. Alors la mésange bleue, vous la reconnaîtrez de façon assez typique. Elle a le ventre jaune, donc en général, c'est ce qu'on voit en premier, c'est son ventre jaune, les ailes bleues, la queue bleue qui vont vous taper à l'œil. Vous voyez qu'elle a un petit bandeau noir au niveau de l'œil avec une face plutôt blanche, avec la crête qui est un peu bleue, les ailes sont bleues, la queue est bleue, et vous allez avoir le dos vert. Elle est facilement reconnaissable, vous ne pourrez pas la confondre avec autre chose. Vous ne pourrez pas la confondre avec autre chose, et donc vous verrez assez facilement de quoi il s'agit. Alors, seulement avant d'acheter votre nichoir, autant ne pas vous déplacer pour rien. Et si vous l'achetez en animalerie ou sur le net, il faut savoir qu'il faut que vous prévoyez aussi du petit matériel de bricolage parce que ça ne s'installe pas n'importe comment sur un arbre. Autant sur une façade de maison, vous pouvez percer des trous, autant on ne perce pas des trous dans un arbre. Alors, en matière première, il vous faudra un tasseau, une vis, un morceau de fil de fer, un morceau de tuyau d'arrosage. Alors, vous pouvez tuyaux d'arrosage ou parfois on vend des tuyaux en plastique transparent, ça fait très bien l'affaire. L'ALPO proposait autre chose, mais moi je trouve que le matériau tuyau d'arrosage est facile à trouver, surtout si vous avez un vieux tuyau un peu poreux, ça vous permet de faire du recyclage et donc de joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que vous allez limiter les déchets parce que vous allez recycler grâce à vos nichoirs, vos vieux tuyaux d'arrosage qui traînent dans un coin du garage. Au niveau de l'outillage, vous aurez besoin d'une vrille, d'un pinceau, d'un bocal, d'un tournevis, d'un couteau de cuisine
et de cisaille. La cisaille et le couteau de cuisine, ça sera simplement pour retailler. Grâce au couteau de cuisine, vous allez pouvoir retailler votre tuyau d'arrosage et grâce à votre cisaille, vous allez simplement pouvoir retailler votre fil de fer. Si, pour ceux qui s'y connaissent pas, si vous avez une pince universelle, sur les pinces universelles, il y a une partie coupante qui permettra aussi de pouvoir recouper votre fil de fer comme le ferait, tout aussi efficacement que le feraient des cisailles. Ne confondez pas avec tenailles qui ne sont pas coupantes. Les cisailles sont des pinces coupantes. Les tenailles sont juste là pour tenir et ne sont pas coupantes. Alors, on commence déjà par traiter le bois. En fait, traiter est un bien grand mot parce qu'on va plutôt nourrir avec un produit naturel. Avec les animaux, on ne traite pas avec des peintures au plomb. On traite éventuellement avec des peintures sans plomb, mais dans la nature, il vaut bien mieux traiter à l'huile de lin. Vous allez faire 3 couches. Comme il s'agit d'un bois red cedar qui est rouge, il serait dommage de le colorer. Quand vous avez du bois blanc, vous allez peut-être avoir envie d'avoir une esthétique un peu meilleure. Surtout si c'est du bois neuf qui se teinte peu comme le pin et le sapin. Le pin et le sapin vieux, ça prend une teinte, mais le pin et le sapin neuf, ça se teinte très peu et ça prend une teinte un peu jaunâtre parfois, surtout avec les pins de mauvaise qualité, les pins bon marché. En général, ils utilisent quand même des pins de meilleure qualité pour les nichoirs, mais enfin, vous pouvez ne pas être satisfait de la couleur et vous allez peut-être avoir envie de les teinter avec un peu de brou de noix. Mais si vous ne teintez pas, et je vous le déconseille pour des bois comme le chêne ou qui ont une teinte un peu brune, même neuf, très agréable, ou les bois rouge, noyer et chêne, moi, je vous recommande de laisser la couleur naturelle se modifier légèrement au contact de l'huile de lin. La première couche, 50% de térébenthine, 50% d'huile de lin. La deuxième couche, 25% de térébenthine, 75% d'huile de lin. La troisième couche, huile de lin seule. Certains sites disent de passer du papier de verre entre chaque couche. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit si nécessaire que ça. C'est pour qu'en fait les couches adhèrent le plus les unes aux autres. Mais il est évident que c'est pas pratique pour de grandes surfaces. Éventuellement sur un nichoir, vous pouvez éventuellement le faire, mais j'ai traité une grande surface et j'ai pas eu de problème. J'ai traité un meuble, une mezzanine et son escalier, et je n'ai pas eu de problème à ce que les couches adhèrent entre elles. Il n'y a pas eu de craquelure, il y a rien eu de tout ça. Pour plus de renseignements, je vous renvoie à mon autre vidéo où j'en mets un peu plus. Alors, vous voyez que avec la première couche déjà à l'huile de lin, même si il n'y a que 50% d'huile de lin, ça se colore quand même pas mal. Ça fonce plus qu'un bois blanc là de la cuisine de mon père qui est seulement verni. Donc vous voyez, moi j'aime pas trop les vernis. J'aime bien ce qui est naturel. Depuis l'enfance, les vernis, ça ne me parlait pas. Et quand je suis tombée sur cette histoire d'huile de lin, ça a commencé à me dire, ah ben voilà, on est la vraie texture qu'on a. Surtout que vous pouvez faire éventuellement une finition avec un mélange que je n'ai pas encore testé, avec un mélange de térébenthine et de cire d'abeille après avoir traité à l'huile de lin votre meuble. Donc, n'importe quoi peut se traiter, n'importe quel meuble, parce que vous n'allez pas gratter avec vos dents sur la table ou votre couteau. Donc normalement, il y a aucun risque, et surtout que même sur une table, normalement, il y a une toile cirée, il y a une nappe. C'est pas en contact direct ni avec les aliments, ni avec les assiettes. Il y a que les plans de travail de cuisine bois, c'est peut-être pas très conseillé de le faire. Alors, on ne fait surtout pas l'intérieur. Je le répète, il y a certaines précautions qui ne se disent jamais assez. Il s'agit d'animaux. Moi, je ne traite pas de l'intérieur. Alors, comme c'est un bois très rouge, ça se voit
pas forcément très bien sur la photo, mais enfin ça se voit quand même un peu à l'intérieur. Bon, sur la porte ça se voit moins, parce que la porte en fait est un peu plus rouge que l'intérieur du nichoir, la porte du nichoir. Mais je n'ai pas traité l'intérieur. Alors, une fois que vous avez fait vos 3 couches d'huile de lin, vous allez vous occuper de votre tasseau. Mais votre tasseau, vous l'aurez aussi imperméabilisé à l'huile de lin. Alors, vous voyez, ça a beau être un vieux tasseau en pin, comme c'est un tasseau que j'ai récupéré parmi les chutes de bricolage de ma mère, parce que oui, la bricoleuse chez ma mère, dans la famille Ricbush, c'était pas le père, c'était la mère qui était ingénieure. Donc, vous voyez, les femmes peuvent bricoler. Il faut se sortir des stéréotypes et de la façon dont on éduque nos petites-filles. Donc, vous voyez, en même temps que vous traitez votre nichoir, vous faites aussi une couche sur le tasseau. Et vous voyez, quand le tasseau a des décennies, il se teinte d'une jolie couleur, lui aussi, parce que le bois est plus vieux, en fait. Après, vous allez percer votre trou sur la vis. La vis doit être du diamètre du trou, du gros trou, la tête, c'est la tête, en fait, c'est pas les dimensions qui sont données pour les vis, en fait, ne sont pas données pour les têtes. Vous avez l'épaisseur de la vis, vous avez la longueur de la vis, mais vous n'avez pas la tête. Donc, n'hésitez pas à mesurer. En général, le gabarit que j'ai fait doit correspondre au niveau de la tête. C'est pour ça que j'ai photographié la boîte à la plupart des nichoirs, mais vérifiez quand même. Donc, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous faites une croix à l'endroit où vous voulez mettre votre vis, en plein milieu du tasseau. Le tasseau a une largeur légèrement supérieure à la largeur du nichoir, en fait, a une longueur légèrement supérieure, à la largeur du nichoir. Et, à l'aide de votre vrille, vous percez un pré-trou qui est légèrement inférieur au diamètre de la vis. C'est important si vous voulez que votre vis tienne. Vous faites attention de ne pas percer de bout en tout le bois. Il faut qu'il y ait une petite marge. Donc prenez des vis courtes en fonction de l'épaisseur de votre tasseau pour que votre vis ne perce pas complètement le bois. Sinon, le tasseau risque d'éclater au perçage. C'est bien de prendre du bois tendre comme du pin pour un débutant parce que plus votre bois est dur, même ma mère qui s'y connaissait a fait éclater une de mes barrettes en ronces de noyer, plus votre bois est dur, plus il risque d'éclater quand vous percez un trou à la vrille. Une fois que vous avez perçu votre trou, ce n'est pas bien compliqué. Il vous reste plus qu'à visser votre vis avec votre tournevis. Alors, j'ai pu le faire sans, mais vous pouvez mettre un peu de graisse sur votre vis si elle a du mal à rentrer. Là, ça a très très bien rentré. C'est un bois tendre, mais même un bois tendre et du pin vieilli, mais parfois, même sur du pin, c'est un peu dur à rentrer. À ce moment-là, vous mettez de la graisse sur le pas de vis, ça rentrera mieux. Alors, vous pouvez poser le tasseau sur le nichoir, vous voyez, grâce au petit trou qui est fait sur le nichoir, vous rentrez votre vis dans le gros trou et si vous montez vers l'endroit où le trou est rétréci, ça tient. Mais vous ne pouvez pas l'accrocher sur l'arbre. Pour l'accrocher sur l'arbre, il faut que vous enfilez le fil de fer dans votre tuyau d'arrosage. Tout bêtement, parce que le tuyau d'arrosage protégera votre arbre pour qu'il n'y ait pas de blessure et que ça n'entrave pas sa croissance de votre fil de fer. Vous allez percer à l'extrémité, aux deux extrémités, un trou de part en part. Donc c'est pareil, vous pouvez marquer au marqueur si vous n'êtes pas sûr de bien choisir l'emplacement. Le faites pas trop près du bord. Il faut que ce soit, une fois que le trou est bien percé à quelques millimètres de bord pour éviter que le bois éclate, surtout si c'est un bois dur. Et donc, vous percez d'un côté et quand vous voyez que la vrille a atteint à peu près la moitié du bois, si vous voulez être sûr de votre coup, vous pouvez mettre, c'est ce que faisait ma mère, un scotch d'électricien pour pas aller trop loin sur la vrille, pour faire une marque sur la vrille jusqu'où vous devez aller. Et après, vous faites de l'autre côté. N'hésitez pas à marquer sur le bois avec un marqueur pour
avoir le bon repère, être en face. Voilà. Et vous faites ça des deux côtés. Vous aurez besoin d'un trou de chaque côté du tasseau. Une fois que vous avez ça, votre tasseau qui est percé et pour pouvoir, avec sa vis qui peut soutenir le nichoir et ses deux trous, le tuyau d'arrosage qui renferme le fil de fer dépassant, c'est important pour pouvoir l'accrocher. Vous allez pouvoir aller dans votre jardin où, en fait, vous allez trouver sur un de vos arbres une orientation est, éventuellement sud-est, mais on recommande plutôt l'orientation est. Pourquoi ? Parce que les vents dominants sont à l'ouest. Donc, votre oiseau ne sera pas gêné pour atterrir sur son nichoir par le vent. Et en plus, le nichoir sera protégé, l'ouverture du nichoir sera protégée de la pluie et du vent. On fait pareil pour les abris pour les animaux, notamment, moi je suis cavalière, les abris pour les chevaux. L'ouverture est toujours à l'est et le mur protecteur est toujours côté ouest. Et si vous faites une haie pour un cheval, dans un pré où vous pouvez pas mettre d'abri pour des raisons d'interdiction à la construction, eh bien il faut mettre au moins une haie à l'ouest du terrain pour que le cheval puisse se protéger des vents quand il en a besoin. Ça, c'est le minimum. On dit abri obligatoire. Non, en fait, le vrai minimum, c'est une haie à condition qu'il puisse avoir les pieds hors de l'eau et que vous ayez quand même un abri quelque part pour s'il est un peu faiblard ou que la saison est vraiment mauvaise. Mais on a des chevaux qui s'adaptent au climat du Montana, les gens qui ont fait du PNH sans problème, alors que c'est des hivers rigoureux. On a toujours peur, mais on fragilise plutôt qu'autre chose. Alors le nichoir doit être à plus d'1,50 m. 1,50 m du sol, c'est la distance minimale. En plus, là, l'arbre, vous le voyez pas, mais il est dans un creux, donc c'est abrité. Il faut qu'il y ait un endroit du jardin où il n'y ait pas trop de passage. Donc, si c'est près d'une place de parking, faut pas que ce soit où le monde vienne toujours plusieurs fois par jour. Il faut que ce soit un endroit tranquille. Certaines espèces accepte de nicher sur la façade de votre maison, mais vaut mieux ne pas mettre quand même ça sur un endroit de plein passage. Alors, votre tasseau, vous avez accroché une extrémité du fil de fer en le tournicotant en le passant dans le trou et en le tournicotant sur lui-même. Eh bien, vous voyez, vous mettez la vis à l'extérieur, le tuyau d'arrosage est de l'autre côté. Vous lui faites faire le tour de l'arbre. Avec votre couteau, vous réajustez la longueur du tuyau et avec votre pince coupante, vous ajustez la longueur du fil de fer et à ce moment-là, vous tournicotez, vous faites un nœud avec votre fil de fer sur lui-même pour fermer. Vous voyez, c'est pas bien compliqué, c'est à la portée de n'importe qui. Ensuite, vous n'avez plus qu'à installer votre nichoir sur l'arbre en mettant la vis dans la partie la plus grosse du trou et en faisant descendre. Votre nichoir descendra tout seul. Et donc, comme la tête de la vis passera dans l'endroit le plus fin du trou, qui est prévu en général sur la plupart des modèles de nichoirs, eh bien, il n'y a pas de problème. Ça tiendra. Il ne vous reste plus qu'à attendre de voir si vos oiseaux viennent. Une fois, j'ai vu des mésanges qui sont venus voir ce qui se passait sur l'arbre, mais je n'ai pas encore, au bout d'une semaine, d'oiseaux qui nichaient dedans. Alors, les nichoirs doivent être installés plutôt au début de l'hiver, mais je parle de l'hiver vrai, ce qu'on dit en Chine, en novembre. Mais bon, moi je l'ai installé plus tard parce que je l'ai installé quand je l'ai acheté. Mais de toute façon, au pire, ça c'est pour leur servir d'abri l'hiver éventuel, occasionnel. Après, ils vont nicher au printemps. Si vous pouvez attendre le printemps pour les mettre, mais si vous voulez, ça leur fait un abri supplémentaire l'hiver. Et si vous les mettez novembre, décembre, c'est pas plus mal. Vous laissez toute l'année et vous récupérez votre nichoir en septembre, octobre
pour le nettoyer, poncer l'extérieur pour bien nettoyer, enlever, désencrasser aussi l'intérieur. Alors, vous allez le faire de façon plus mécanique, vous n'allez pas utiliser de détergent. À l'extérieur, vous allez poncer. À l'intérieur, vous allez éventuellement utiliser une brosse mécanique pour finir d'enlever les crochonneries qui resteront accrochées. Vous retraitez à l'huile de lin, ça se fait très vite en fait, il suffit juste un peu d'organisation. Et vous, une fois l'huile de lin, comme il y a des temps de séchage très longs, ça va vous prendre quelques jours, faut attendre 12 à 24 heures entre les couches, donc ça peut vous prendre 3-4 jours pour le traiter. Mais en fait, comme le nichoir est tout petit, ça vous prend pas longtemps de faire votre couche, eh bien, vous pouvez remettre votre nichoir. Il ne faut pas mettre des nichoirs fragiles qui risquent de se casser, ce qui serait dangereux pour la portée. Il y a des cas de nichoirs qui se cassent la figure. Donc votre nichoir doit être solide, en bon état. Mais si vous le traitez à l'huile de lin, et surtout si vous prenez du red cedar, qui n'est pas une espèce de bois en voie de disparition, c'est ce qu'on appelle vulgairement par chez nous du tuyard. Red cedar, c'est une appellation américaine, une appellation de lutherie et une appellation aussi de menuiserie, eh bien, ça vous durera quand même quelques années. Mais il faut quand même vérifier tous les ans l'état de votre nichoir, voir s'il n'y a pas des dégâts occasionnés par un fait accidentel. Je vous remercie de m'avoir écouté en espérant que cela vous a plu. À bientôt.